fait problème. C'est là-dessus que je change. Il y a des goulots d'étranglement. Auprès des collaborateurs. Certains ont été ministres. On a vu qu'ils sont allés chercher des marchés fictifs. Ils ont joué pour eux. Le président a été étouffé par des gens qui sont candidats. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Et qui ont vraiment... Si moi j'étais chef de l'État, je vous assure qu'un certain candidat sera en prison. Je n'aurais pas amnistié ce monsieur. Je lui aurais dit, monsieur, vous avez volé, prise illégale d'intérêt, prison. Vous parlez de qui? Ah bah écoutez, vous me suivez. Je ne suis pas venu ici les dévoyer. Mais je voudrais vous dire que... langue de bois, dites-nous de qui écoutez, quand vous voyez l'affaire du fameux brainstorming, vous comprenez que vous êtes ministre et vous faites des marchés publics. Est-ce que c'est sérieux tout ça? Est-ce que c'est sérieux? Vous êtes au courant que le professeur Kamto était membre de Trust? Vous savez, le président Paul Biya n'est pas partout. Une chose est sûre. C'est-à-dire qu'il est mal renseigné. Si il était bien renseigné. Mais comment? C'est un humaniste. Est-ce que Paul Biya n'a pas piégé? Est-ce qu'il n'a pas piégé Kamto? C'est un humaniste. Vous savez, par moment, M. Bouchiko, le président laisse à ses collaborateurs prendre certaines initiatives. Je voudrais vous dire que dans cette affaire, il a encore fait preuve de magnanimité au niveau de l'humanisme. Ça veut dire quoi? On a eu une certaine DG qui avait des problèmes à la SNI. Très vite, elle s'est autoproclamée candidate. Suivez mon regard. À l'effet de ne pas être poursuivi. Oui. Le président a joué le jeu parce qu'il tient compte de l'opinion nationale et internationale. Si ce monsieur, oui, vous comprenez, avec tout ce qu'elle avait traîné à l'époque comme casserole, et vous avez vu qu'elle a bénéficié d'une immunité implicite du fait de sa candidature. Et là encore, nous aussi qui, du point de vue politique, apportons des conseils de manière formelle ou informelle au chef de l'État, nous sommes bien clairement, il était clairement établi qu'à partir du moment où il s'est déclaré candidat, il recherchait une immunité implicite. Alors là aussi, on l'a laissé. Alors sur ce premier point, je vous ai parlé de 3 points. Alors pourquoi le président Paul Biya laisse Moïse Kamto en liberté et il met d'autres en prison? Est-ce que finalement ça ne sert pas ses intérêts? Et d'où l'opération Épervier, l'opération Attelle chercheuse, pour éliminer ceux qui sont éliminables et pour garder ceux qui sont à garder. Et là, vous soutenez effectivement ce que le ministre Kamto a dit, que lorsqu'il viendrait aux affaires, il allait libérer certaines personnes ayant causé un tort à ce pays. Mais je pense que... Je voudrais aller plus loin. Permettez-moi de reprendre jusqu'au bout. Non, je voudrais être crédible. Je voudrais être crédible jusqu'au bout. Lorsque vous évoquez cela, est-ce que vous réalisez quand même que vous êtes en train de nous dire que la lutte contre la corruption est une mauvaise chose? Est-ce que lorsque vous parlez d'opération à tête chercheuse, les auditeurs nous suivent? Et vos auditeurs sont très efficaces et surtout pertinents. Lorsque on arrête certains pontes du régime, prenons le cas de M. Atanamebala, de Marafa, ou encore appelons Ababa Ondondoro Langana, sont-ils des militants du RDPC ou de l'opposition? Alors lorsqu'on nous parle, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Vous allez comprendre que il n'y a pas d'opération à tête chercheuse. Tout simplement parce que l'article 27 alinéa, je crois 28 alinéa 2 des statuts de notre parti, fait du président national le candidat du parti à l'élection présidentielle. Où voyez-vous des têtes chercheuses? Mais je vais d'ailleurs vous dire que la plus grande humilité aujourd'hui ne profite qu'à l'opposition. Si, je vous assure, M. Kamto était du RDPC, moi je suis convaincu que ce monsieur sera en prison aujourd'hui, parce que le président, même s'il tolère certaines choses lorsqu'il s'agit de ses pires adversaires politiques, au sein du parti, il voudrait qu'on montre l'exemple. Donc, comme toi, fait le travail, alors, premier point, vous l'avez réceptionné, premier point, vous l'avez payé, vous voulez le mettre en prison. Alors, pourquoi non, on ne peut pas. Pourquoi Kamto est devenu le problème du RDPC? Il n'est pas le problème, qu'on ne vous le dise pas. Vous allez voir, je vais encore vous révéler quelque chose. Moi, j'ai discuté avec M. Amadou Ali, qui a eu beaucoup de sourires, mais comme il sait que je peux en parler, je crois que nous en avons discuté. Lorsque le président de la République fait du ministre Kamto, ministre délégué, eh bien, croyez-moi, c'est parce que c'est le juriste maison. C'est lui qui gère tous les problèmes techniques du point de vue du droit. Il ne peut pas le nier. D'ailleurs, c'est lui qui met Mbara en prison. Et c'est lui aujourd'hui qui veut ressortir attendre Mbara. Il a dit ici qu'il n'avait aucun... Je vous dis que c'est lui. Moi, je vous cite Amadou Ali, qui était son patron. Et dans l'affaire du brainstorm, lorsqu'il a effectivement allé voir Amadou Ali, il venait voir Amadou Ali pour lui dire que je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé. Et Amadou Ali lui a dit c'est déjà fait. Et le problème d'Amadou Ali, je vais donc vous révéler quelque chose. Moi, j'étais chez le Premier ministre Amadou Ali. C'est un ami, nous sommes très liés, c'est un biaïste. Et sur ce point, il est tout simplement venu dire au Premier ministre qu'il n'était pas au courant de cette affaire. Or, le Premier ministre Amadou Ali, et ça il me l'a dit, et je vous le répète ici, savait très bien que c'est lui qui avait orienté cette affaire, et s'était réfugié à l'étranger à l'effet de faire croire qu'il n'était au courant de rien.
Donc c'est vous dire le type de personne. Et puis on peut aller plus loin de la ministre Il était Kamto. mis en mission. On a eu mission par le Cameroun pour sa candidature. Bon, alors là, Ah, c'est écoutez, la mise en mission pour le Cameroun, nous sommes d'accord. Et d'ailleurs, il a été soutenu par le président de la République, malgré tout ce qu'il a dit. Et je voudrais d'ailleurs vous dire aussi sur un autre point qu'on ne peut pas avoir des candidats qui passent le temps à se justifier. Moi, je suis suivi depuis Yaoundé, dans notre état-major communicationnel du parti, lorsque vous lui avez posé la question pour son entrée au gouvernement. Il a essayé de vous faire croire qu'il y avait des équivalents de ci, des équivalents de ça. C'est faux. Le président a personnellement voulu, pour sa magnanimité et sa forte implication dans les affaires de Bakassi, hein, qu'il soit récompensé parce qu'après tout, il faut le reconnaître, si le ministre Kamto est un piètre homme politique, c'est l'un des meilleurs juristes que l'Afrique a. Et je peux vous dire qu'en matière d'enseignement et de recherche, personne ne bat Kamto. Et ça, je peux vous dire que je suis un disciple de Kamto. Je vais aller plus loin. Il vit et peut-être il nous écoute. Lorsque je suis rentré au Cameroun, dans les années 2000-2001, Michel Alliot et Étienne Leroy, qu'ils me l'ont recommandé. Je suis de la même école, c'est l'école de la rupture, c'est un post-positiviste. C'est un intellectuel hors pair. Mais au niveau politique, c'est un piètre homme politique qui veut justifier des choses injustifiables. Alors je voudrais rester dans la ligne, parce qu'ici je suis venu présenter quelques grands traits qui vont ici animer la campagne du chef de l'État. Le premier point, référendum sur la décentralisation. On verra, oui, cette élection sera aussi une sorte de référendum. La position du président de la République, ils ont beau se justifier. Moi, je vous rassure qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle est une élection transpartisane. Ça veut dire que, au-delà du RDPC, où nous mobilisons à peu près 3 millions d'électeurs, nous avons également des alliés. Moi, j'ai négocié. Vous avez acculé ici Momo. Il nous écoute, Maître Momo. Moi, je me suis mis à genoux pour que Momo vienne soutenir le président. C'est la même chose pour Mbadakani. C'est la même chose pour le monsieur Lipote, qui est aujourd'hui de l'UPC légal, même si j'ai appris quelque part qu'il y a une UPC marginale qui continue à se battre et a l'effet de faire croire qu'ils vont soutenir désormais le candidat Akéry Moula. Et dans cette même optique, mais regardez la tête des adversaires du président Paul Biya, il y a un qui vient vous dire 11 millions d'électeurs. Il n'atteint même pas le chiffre de 11. Tiens, ça va être très bien. Et ça va être difficile pour nous. S'ils vont à 8 ou à 9 millions, j'ai dit, ça y est, nous serons KO. Il n'a pas atteint cet objectif. Et je voudrais vous dire aussi sur le plan politique, puisque je suis sur le deuxième point, la lutte infernale contre la corruption. Lorsque vous avez un candidat, jeune soit-il, je suis d'accord, qui vient vous dire que 11 millions d'électeurs, il n'atteint pas son objectif, vous fermez quand même les yeux là-dessus. Et à la fin, un parti politique par définition, c'est quoi? Un rassemblement de personnes en termes idéologiques. Imaginez un temps soit peu si au sein de la droite UMP, ils avaient laissé M. Juppé candidat. Si les Fillons étaient adhérés à cela, c'est Juppé qui serait président. Attention, vous lisez très mal aussi par moment l'avènement de Macron. Macron est la conséquence de l'égoïsme des grands partis nationaux. Imaginez un temps soit peu si un Mélenchon était soutenu par un Benoît Hamon du PS qui a été lâché par le Parti Socialiste 6%. Qu'est-ce que Benoît Hamon avait à perdre, à devenir traître? Est-ce que Cabral Libye n'est pas dans ce même processus? Je ne parle pas personnellement de ce garçon qui est d'ailleurs, je ne vous le cache pas, je suis d'ailleurs très proche de lui, mais je pense que Cabral Libye, sa candidature représente la contestation d'un ordre politique qui effectivement n'a pas permis aux jeunes d'atteindre certains objectifs. Vous savez, on ne se présente pas toujours pour gagner. Certains se présentent effectivement pour faire passer un message. C'est le cas de Cabral Libye. D'autres se présentent pour donner l'impression qu'ils peuvent changer quelque chose alors que ce n'est pas possible. C'est le cas de Joshua aussi, ou encore Kamto, ou Akéry Moula, j'en passe. Et puis certains se présentent parce qu'ils veulent transformer ce pays et l'amener très haut. C'est le cas du président Paul Biya. Alors il faut un peu arrêter ce cinéma. Bon, vous vous rendez très vite compte qu'il vient ici rappeler l'éthique et il vient aussi parler de la moralité. Et c'est normal dans un environnement où on a érigé l'homosexualité par moment en mode de gouvernance. Dans un contexte où on a érigé la franc-maçonnerie, la Rose-Croix en mode de compétence. Je pense que c'est bien d'avoir aussi, à un moment donné, des pasteurs qui viennent vous dire maintenant arrêtez. Et je pense que le combat que nous menons autour du président Paul Biya, c'est pour transformer le Cameroun sur le troisième point que je vais évoquer parce que j'ai parlé, 1, décentralisation, 2, lutte contre la corruption, vers un développement certain qui fait qu'aujourd'hui, le Cameroun peut se projeter avec des hommes qui viennent avec des idées qui ne sont pas si mal que ça. Et justement, pour ça, mais sans gagner, on évoquera justement ce développement juste après la publicité. Belle chronique parce que, en fait, il montre comment est-ce que l'opposition joue avec le Cameroun.
Voyez-vous, lorsque vous observez dans une ville comme Douala, vous saucissonnez un peu les municipalités et en termes de voix, constatez que l'opposition est majoritaire, hein, c'est-à-dire en termes de vote sur certains points. Et il faut prendre très au sérieux ce reportage pour 3 raisons. D'abord, en 92, les Camerounais veulent expérimenter autre chose. Lorsqu'il y a eu les élections du 1er mars, la première élection pluraliste, le 1er mars 1992, où effectivement, ils ont mis le RDPC en minorité. Rappelons quand même à ceux qui nous écoutent que le RDPC, en 1992, aux élections législatives, a été battu. Et les opposants avaient 92 députés, alors que le RDPC n'en avait que 88. Il suffisait, du point de vue de la science politique et de la science administrative, que les opposants fassent ce qu'on appelle une déclaration commune de politique générale pour que le président Paul Biya n'ait plus la possibilité de nommer un premier ministre dans son camp. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? La cerise sur le gâteau, comme des abeilles sur du miel, ils ont tous couru après les postes. C'est la faute du président Paul Biya. Si nous continuons, si nous sommes là en train de nous battre au quotidien pour faire fonctionner ce pays, deuxième point important, tous ces opposants, pour la plupart, ont flirté à un moment donné avec nous. Je vous assure, il n'y a pas un seul candidat qui n'a pas mangé dans la soupe. Quand vous prenez celui qui était d'ailleurs le directeur de campagne de l'Union pour le changement, il vient vous dire ici que non, certains se sont ralliés au président Paul Biya. Et ce qui m'étonne, c'est que les gens veulent condamner les Momo, les Madakani et les autres qui se sont ralliés à nous, ou encore les Chiruma. Mais ils oublient quelque chose, c'est que c'est M. Kamto qui était directeur de campagne de l'Union pour le changement. Ah non, c'est M. Amélie Bieleux. Non, mais je vous dis que Kamto était avec lui. C'est M. Amélie Bieleux qui était le directeur de campagne. Oui, mais Kamto était un stratège de l'Union pour le changement. Il n'a pas nié. Vérifiez-le. Je ne viens pas vous raconter des histoires, ça peut me discréditer. Après cet engagement auprès de l'opposition en 92, il est quand même entré au gouvernement. Donc vous comprenez que nos opposants sont des grands... qu'on a rallié la cause du RDPC, son idéologie politique. Vous savez, Raymond Barre, lorsque, en 86, M. Chirac est devenu Premier ministre de François Mitterrand, je me souviens de cette phrase de l'ancien Premier ministre Raymond Barre qui disait à M. Chirac, on ne mange pas dans la même assiette avec le diable, même si la cuillère est longue. À partir du moment où vous vous engagez, vous acceptez tout, et ça veut dire que quelque part, vous accompagnez le chef. Et par conséquent, vous êtes responsable. Vous avez même certains candidats qui nous livrent et qui nous louent des avions, qui nous fournissent les pièces détachées, qui sont dans les marchés publics avec nous au quotidien. Vous parlez de Joshua aussi? Écoutez, vous citez pas les noms. Écoutez, parce que vous savez, nous au RDPC... Vous citez Kamto, mais citez aussi, non? Mais je voudrais donc vous dire que vous les reconnaissez très vite. Je vous dis que tous flirtent avec le régime. Et ils viennent tromper les Camerounais. La nuit, ils sont avec nous. Le jour, ils disent qu'ils ne sont pas avec nous. Est-ce que c'est sérieux, cela? Mais est-ce que c'est pas normal aussi en politique? Mais c'est normal, donc, de... Puisque Momo était dans l'opposition hier, aujourd'hui, il est avec le président Paul Biya. Pour vous, c'est normal. Maintenant, lorsque quelqu'un fait son travail, c'est son job de vendre les pièces des avions, même si Paul Biya est son client. Et maintenant, s'il est dans l'opposition, est-ce que ce n'est pas montré qu'il a un certain équilibre sur le plan de la vision des choses publiques pour ce monsieur? Est-ce qu'on doit être vraiment adepte du RDPC ou on est simplement partisan militant? Oui. Au-delà du RDPC, lorsque vous avez une personnalité politique comme M. Momo, qui a des élus, des conseillers municipaux, qui pouvaient être candidats, n'oubliez pas qu'il était qualifié pour être candidat à l'élection présidentielle, qui vient vous dire que je me suis trompé, comme beaucoup se trompent sur le président Paul Biya et passent aux aveux. On peut pécher par omission, par action, et que vous dites pardon, je me suis trompé. Et que le plan de déstabilisation du Cameroun qui a été mis en marche vous y croyez ne peut pas... Mais je crois très bien Momo, c'est un brillant avocat. C'est quelqu'un qui a une très grande expérience de la vie politique. Qui, parmi tous ces champions qui veulent challenger le président Paul Biya, a mené des actions dans l'opposition comme Momo. En termes de crédibilité, qui s'est sacrifié? Vous savez, quand j'ai connu Maître Momo, dans les années 90, ce monsieur était fortuné. Voilà un monsieur qui s'est ruiné par cette opposition des gourmands, des menteurs, des opportunistes, des cupides, pour mener des combats
sans issue. Mais quand vous voyez une opposition où on vient vous dire, mettons-nous ensemble, et là je cite Maître Momo, qui est rationnel, et qui vous dit, moi j'ai fait mon calcul. Je constate que 3 500 000 voix, c'est le score du président Paul Biya en 2011. Et il vient vous dire, quand on dit, nous allons inscrire, d'ailleurs, un des candidats s'engage à dire 11 millions d'électeurs. Alors Momo vous dit, si on atteint 8 millions, je reste avec eux. Si on ne dépasse pas 7, je reconnais la défaite, je me rallie. Les Momos sont ce qu'on appelle les forces vives du changement à l'intérieur. Vous savez, les forces progressistes, les biaïstes. Depuis Charles Ateba-Yene et moi, nous pensons que le président Biya, on ne doit pas l'effrayer. Paul Biya ne doit pas avoir peur. Paul Biya doit être soutenu avec des gens qui peuvent opérer le changement à l'intérieur du système. Et c'est ce qui est en marche aujourd'hui. Justement, qu'est-ce que Paul Biya va encore dire aux Camerounais pour les rallier à sa cause politique? Regardez l'état de Douala, de Yaoundé. Les routes sont dégradées. Les gens souffrent, on manque de tout, de l'eau potable, d'électricité. On n'a pas réussi à industrialiser le Cameroun comme lui l'avait promis il y a 3 années dans son discours sur l'état de la nation le 31 décembre 2015. Souvenez-vous, promesse non tenue. Alors, finalement, le président Biya repart de l'élection présidentielle avec quel argument de campagne? Qu'est-ce qu'il va dire aux Camerounais pour les convaincre? Il va leur dire que désormais, je vais écouter les Messanga Nyamdeng. Il va le leur dire. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Avec cette affaire de 9 km de route à 42 milliards de francs CFA. Voilà, vous voyez, heureusement que vous faites constater cela. Vous avez dit, qu'est-ce qu'il va leur dire? Paul Biya va leur dire que désormais, je vais utiliser mon banc de touche, qui est très riche. Vous savez, tous ces gens qui sont aujourd'hui en train de se pavaner, ils n'ont pas dénoncé les dysfonctionnements comme nous autres biaïstes. Vous savez, le biaïsme, c'était le renouveau. Ces réseaux qui ont implanté des petits chefs à l'échelle des communes, à l'échelle des communautés urbaines, à l'échelle des postes ministériels et à l'échelle même de certaines grandes sociétés d'État. Voyez-vous, quand vous écoutez un monsieur comme Balakani qui vous dit qu'on a bradé le Cameroun, je dis oui. Ces petits malins ont bradé le Cameroun. Et aujourd'hui, on peut constater que la plupart de nos sociétés, et ça aussi sera un cheval de bataille que nous allons continuer à mener avec le président de la République, parce que notre problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment mis en œuvre la rigueur et la moralisation. Si vous me posez la question, est-ce que le président de la République, le programme du président 36 ans après a été mis en œuvre? Non. Le président est venu avec une très grande vision pour le Cameroun. Malheureusement, très vite, même si le coup d'État du 6 avril 84 a été un problème pour le président, je voudrais qu'on reconnaisse quand même qu'il s'est entouré de certaines personnes qui ne lui ont pas permis, qui n'ont pas permis au président. Mais s'il est mal entouré, le président, depuis tant d'années, il est mal entouré, M. Sanganyamding. Dites-nous, entre 2011 et 2018, qu'est-ce qui a changé? En quoi est-ce qu'on a progressé? Qu'est-ce que le président Biya a réalisé comme promesse électorale? Souvenez-vous des le président, entre 2011 et 2018, a initié les projets structurants. Où sont ces projets? Ces projets vont sortir sur terre. À quand? Mekin, Lompangar, Meverle, j'en viens, Meverle. Et puis, vous avez quand même vu que, du point de vue matériel, il y a le deuxième pont sur le Vouri. Vous avez vu que le Cameroun est plus couvert de Yaoundé, où en est-on? Il paraît que c'est déjà 50% des travaux sont effectués. Ça, on a dépassé largement les délais. Oui, on a dépassé les délais, effectivement, pour des raisons que vous connaissez. N'oubliez pas que les proches collaborateurs du président, a dit ce que j'appelle les comploteurs de Trébis ne fonctionnent pas à son plein régime. Les proches collaborateurs du président de l'Intérieur ont prévu son départ. Et n'oubliez pas qu'ils sont impliqués dans cette sale guerre, nord-ouest-sud-ouest. Oui, n'oubliez pas que lorsque vous êtes un État, hormis sa magnanimité socratique, c'est-à-dire cette dimension où le président tient bon dans la programmation et la mise en œuvre de la gestion des finances, je vous assure, le Cameroun serait tombé en faillite, parce que de l'autre côté, il y a toujours eu un facteur négatif, Boko Haram. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que ce n'est pas un prétexte? Vous savez, mais il n'y a pas de prétexte. Vous savez, lorsque moi je suis dans un amphi, où je parle aux étudiants, ou dans la rue, lorsque je parle au petit peuple, je leur dis toujours, il faut toujours opposer les acteurs et les facteurs. Vous savez, M. Chéri Boutiko, vous pouvez vous programmer le début de votre émission à 6 h. Vous arrivez, vous quittez, vous partez de chez vous à 5 h du matin. Paf, vous tombez sur un embouteillage infernal. Vous ne pouvez plus bouger. Vous n'allez pas réaliser votre émission à 6 h ou à 7 h. On appelle ça un facteur.
Il y a des facteurs qui ont beaucoup neutralisé. À chaque mandat du président Biya, il y a toujours des facteurs. Mais ce n'est pas lui qui a provoqué Boko Haram. C'est quoi le problème? Alors là, vous me permettez de parler aux Camerounais. Oui, est-ce que c'est Paul Biya qui est à l'origine de la naissance de Boko Haram? C'est Paul Biya qui a fabriqué Boko Haram? Non. Oh, vous savez des milliards qu'on a déversés là-bas? Vous savez ce qu'on aurait pu faire avec tous ces milliards qui nous ont permis de résister jusqu'ici? Avant qu'il y ait Boko Haram, oui. Qu'est-ce que le président Paul Biya a fait pour sortir le Cameroun de la situation de pays pauvres très endettés? Une véritable aberration. D'abord, chérie. De fêter d'être pauvres et très endettés. Quand les gens le disent... Quel Cameroun Ahidjo laisse à Paul Biya et quel Cameroun Biya laissera au Cameroun? Très bien, voilà une bonne question. Quel Cameroun le président Ahidjo laisse à Paul Biya? Une ville comme Douala n'a que 3 lycées. Le lycée polyvalent de Bonaberi, le lycée Jos, et puis je crois il y a un autre petit lycée, le CS de Bonadouma. Aujourd'hui, chaque quartier de Douala a un lycée. Ce n'est rien pour vous? Une ville comme Yaoundé n'avait que 3 lycées. Le lycée Leclerc, le lycée technique, et puis le lycée bilingue de Yaoundé. Et je voudrais vous dire que ce sont les fils des pauvres qui allaient dans les écuries. Aujourd'hui, c'est une transformation. Bon, permettez-moi de répondre. Vous m'avez posé une question. Oui. Vous savez, les gens disent n'importe quoi lorsqu'il parle du président Paul Biya. À un moment donné, il faut quand même vous dire que lorsque le président Paul Biya arrive aux affaires, hein, vous comprenez, une ville comme Douala et Yaoundé, un pays comme le Cameroun n'a qu'une seule université. Vous y étiez d'ailleurs, je ne sais pas, je pense, à l'université de Ngouaekele, ce qu'on appelait l'université du Cameroun. Aujourd'hui, nous avons 8 universités. Et sur ce point, je voudrais vous rappeler quelque chose techniquement. Si les gens disent on n'a rien fait depuis 36 ans, qui peut croire à ça? Le Cameroun s'est transformé en matière d'éducation. Et je voudrais vous dire qu'on a 2 lycées essentiellement anglo-saxons. Et là encore, les gens n'étaient pas contents quand je rappelais quand même que la politique qui est menée par le président Boya, l'université de Boya et l'université de Bamenda sont des universités essentiellement anglo-saxonnes. Les 6 autres universités sont les universités bilingues. Et là, je vais encore aller plus loin. Vous vous rendez compte qu'en matière d'éducation, 15% d'anglophones, et ça aussi c'est un bilan du président de la République, encadrent 100% de 85% de Camerounais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce au président Paul Biya, il a renforcé et privilégié l'anglais et le bilinguisme au point où 15% d'anglophones imposent à 85% de francophones une formation universitaire essentiellement tournée vers l'anglais ou le français. Je vais encore aller plus loin. On a eu des gens qui sont venus nous dire que, oui, anglophone is more marginalised. Non, c'est faux. Je voudrais vous donner quelques chiffres. Allez voir le Fonds des Nations Unies sur la population. Monsieur Boucheko, aujourd'hui, nous sommes à l'aune d'Internet. Vous allez vous rendre compte qu'officiellement, on parle de 13% d'anglophones au Cameroun et 15%, on peut même arrondir à 15% si on nous en tenant aux chiffres du Fonds des Nations Unies sur la population. Or, quand vous regardez aujourd'hui, et certains vous disent que les anglophones sont marginalisés, je vous démontre que c'est faux. 15% des anglophones partagent 100% de postes avec le reste de la population. Ça veut dire quoi? Permettez-moi, je vous en prie Cyril, oui. Parce que nous sommes en campagne. Lorsque on nomme un Bamileke à un poste, il sera accompagné par un anglophone. Lorsqu'on nomme un Bassa à un poste, il sera accompagné par un anglophone. Lorsqu'on nomme un Ewondo, un Boulou ou je ne sais, un Nordiste, il sera accompagné par un anglophone. Où est-ce qu'ils sont marginalisés? Ça veut dire quoi? Du point de vue technique, que les auditeurs réagissent. Vous allez vous rendre compte que 13% de la population partage 100% des postes à l'échelle nationale avec 85% de la population. Est-ce que c'est ça la marginalisation? Et sur ce point, je chute. Vraiment, je vous promets que je chute. Lorsque vous voyez donc aujourd'hui, mais regardez les nominations, regardez la prise d'occupation des différents champs de valorisation de notre pays. Prenez les ministres. Lorsque un ministre est francophone, le ministre délégué, le secrétaire d'État ou le secrétaire général est anglophone. Prenez toutes les directions générales des sociétés. Lorsque le directeur est anglophone, l'adjoint est francophone. Dans tous les systèmes politiques, dans tous les systèmes administratifs. Prenez même les universités et les grandes écoles. Alors vous comprenez que quand vous venez dire ici que le président Paul Biya, quelques temps après, en 36 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Je voudrais vous rappeler qu'il n'y avait qu'un seul parti politique. Au-delà de ce parti politique, il n'y avait qu'un seul syndicat qui s'appelle maintenant Aboubakar. Et ils avaient des crédits dans des banques. Allez vérifier ce que je vous dis. Il y a une classe d'hommes d'affaires, permettez-moi. Parce que vous dites que ce monsieur n'a rien fait. Ah, je vais aller plus loin. Je vais poser la question. Oui. Aujourd'hui, Paul Biya, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, beaucoup de Camerounais savent que
Certains ne savaient même pas ce que c'est qu'un marché public. Justement, mais la question Les petites affaires, hein, la stimulation aujourd'hui où la situation de monopole en termes de marché public était réservée à quelques privilégiés. Aujourd'hui, vous avez des petites mamans qui livrent des choses à l'État, de l'huile. D'autres livrent le plantain, d'autres livrent le macabo, d'autres livrent même des cahiers, d'autres livrent du papier. Vous voulez dire que Paul Biya n'a rien fait? Non, mais soyez sérieux, je suis énervé là. Comment vous pouvez faire croire aux gens qu'en 36 ans, rien n'a été fait? Alors qu'on n'avait pas de télévision, on n'avait pas d'aéroport. Les gens ne pouvaient même pas s'exprimer librement. Aujourd'hui, dans vos radios, les gens, oui, mais écoutez, les gens viennent quand même vous dire dans vos radios qu'est devenu la Camchip? Mais monsieur Bouchiko, qu'est devenu la Camchip? Qu'est devenu la Régie Facam? Qu'est devenu la SNEC, la Sonel, la Celucam, le Fonadé, le Fogab, le Bidéviv? Dites-nous, monsieur Messanganyamding, quelles sont devenues ces entreprises que le président Idjo avait laissées qui se montraient? Qu'est devenu aujourd'hui le chantier naval? C'est quoi son chiffre d'affaires? D'abord, le chantier naval n'existait pas sous le président Idjo. Je voudrais vous dire que Fondidam est un ami que je soutiens et je suis de ceux qui pensent que Fondidam se retrouve aujourd'hui en prison. Vous me permettez de rendre hommage à ce grand ami parce qu'effectivement, c'est Fondidam qui a inventé et conçu l'idée de chantier naval. Il a multiplié les entrées. D'ailleurs, les Coréens venaient réparer leurs bateaux chez nous. Voilà encore une histoire de fantaisie de copains et de coquins. Effectivement, est-ce qu'un seul jour on peut accuser le président Paul Biya? Un jour, un de vos confrères m'a posé la question, c'était Alain Foucault, RFI. Qu'est-ce que vous trouvez de négatif chez Paul Biya? Je lui ai dit qu'il ne nous punit pas assez. Il n'a pas suffisamment puni. Parce que des bandits, des voleurs, des rentiers ont confisqué l'État en son nom. D'ailleurs, quelqu'un, lorsque vous avez vu ma protestation, j'ai dit arrêtez-nous cette mascarade de la CRTV parce que ce sont les mêmes visages politiquement hideux qui veulent toujours confisquer le président. Mais je vous assure, chéri Bouchiko, c'est vrai que Paul Biya est responsable sur certains points, mais reconnaissons qu'à un moment donné, parce qu'il est légaliste, il a cru que certains pouvaient l'accompagner. Et je crois que l'élection du président Paul Biya est une élection que nous devons situer dans le cadre général d'une véritable mutation. Que sont devenues ces entreprises? Mais elles sont tombées du fait de certains bandits. Vous allez, moi je peux d'ailleurs aller, Crédit Agricole, je suis d'accord, Sachéry du Cameroun, SCB, Fonader, Fogaf, j'ai été le premier à dénoncer tout cela. À un moment donné, parce que des personnes, au nom d'un sacro-saint principe qui consistait à dire qu'ils soutiennent le président de la République, ils ont tout mis par terre. Mais aujourd'hui, dans le même cas, vous avez dans le parti des progressistes, des hommes dynamiques qui vous disent au quotidien qu'il faut arrêter cette mascarade. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le président Paul Biya est une chance pour le Cameroun pour une seule raison. Une seule. Il va préparer la mutation. Il faut laisser le président liquider lui-même ses imposteurs. Il est aujourd'hui dans un cadre où le doute s'est installé. Dans un cadre où, effectivement, certains ont même provoqué la guerre. Mais mon Dieu, monsieur Bouchiko, regardez le Cameroun est en guerre. Est-ce que cette guerre n'est pas aussi... Elle a été provoquée. Est-ce que la mauvaise gestion de elle a été provoquée. Provoquée par qui? Mais par certains courtisans. La guerre au sud-est. Et de là, moi, écoutez, je ne voudrais pas ici pour des raisons de secret défense, parce que je suis au cœur de certaines informations. Savez-vous que certains ministres sont impliqués dans le financement de la guerre avec Ayoutabé? Mais dans ce cas... Vous voulez que ça sorte de ma bouche? Savez-vous que certains pontes de régime en prison, ayant cumulé de nombreuses fortunes, allez lire un peu l'ouvrage que j'ai écrit avec Charles Atebayene sur le détournement de fonds publics en tant que stratégie de coup d'État. Vous allez comprendre qu'on a dénoncé tout cela à un moment donné. Paul Biya doit être soutenu. Je vous assure que tous les Camerounais qui nous écoutent aujourd'hui soutiennent le vieux. Le patriarche président, pour une seule raison, il va préparer la mutation. Il va préparer la mutation et il ne va pas laisser ce pays à des voyous, qui ont tout pris pour eux. En 2025, non, je peux d'ailleurs vous dire que dans une intuition magnanime, je crois que le président veut préparer la mutation. Il veut préparer la mutation. Je vais d'ailleurs vous dire... Si le président Paul Biya n'est pas sûr de faire son mandat de 7 ans, pourquoi ne laisse-t-il pas la place à quelqu'un? Je n'ai pas dit qu'il n'était pas sûr, mais je voudrais vous dire qu'il y a un facteur qui est tel qu'aujourd'hui, le président doit lui-même liquider ce que je peux appeler la vermine. La vermine est là. Et je crois qu'aujourd'hui, tous savent que c'est la fin d'ailleurs, beaucoup tremblent, parce qu'ils savent que si Paul Biya est réélu, je vous assure, il y aura un tsunami. D'ailleurs, je voudrais vous dire quelque chose, monsieur Bouchiko. Lorsque vous voyez les stratégies mises en place par le président, vous avez vu l'image du dépôt de sa candidature?
Vous savez qu'il n'a pas confié ça à mon parti. En 2011, lorsque le président était candidat, rappelez-vous, c'est le ministre Sadi qui arrivait et qui déclarait la candidature du candidat du RDPC. Cette fois, il était avec le directeur du cabinet civil. Alors, ça vous dit... Non, non, mais celui qui tenait la candidature du président était le secrétaire général du parti. était avec lui, cette fois-ci. Bien entendu. C'est le même scénario, c'est Oui, mais à la seule différence que celui qui tenait la chemise de la candidature du patriarche président, c'était le directeur une chemise pour ce monsieur Nganyamdine. C'est symbolique. On gouverne avec des symboles. Scénario, le patron administratif du parti, qui est cette fois-ci Jean Cuet, le ministre Jean Cueté, et le directeur du cabinet civil. À chaque fois, Paul Biya est toujours candidat, et c'est deux personnalités qui portent sa candidature. Oui, le patron administratif du parti est du parti, et le directeur du cabinet civil. Oui, mais en attendant, vous avez vu qu'il y a un nouveau directeur du cabinet civil? Vous connaissez les réseaux de l'ancien? Vous savez pourquoi l'ancien est parti? Écoutez, moi je pense que... Écoutez, je voudrais vous dire quelque chose. Parce qu'il est parti parce que le président s'inscrit dans une nouvelle dynamique. Lorsqu'au congrès du RDPC, et ça je tiens à vous le dire, on l'a placé sous le signe de la nouvelle dynamique, beaucoup n'y croyaient pas. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que la nouvelle dynamique est en marche à partir du palais. Et je continue à dire aux Camerounais que le vieux, nous on l'appelle le patriarche candidat, c'est l'homme qu'il faut pour cette élection, à l'effet de préparer une mutation saine et lisible. Pour ça, généralement, M. Nganyamdine, il est 8h32. Ah, un enjeu majeur. Oui. C'est la naissance des forces nouvelles politiques. Tout à fait. Quelle peut être la surprise de cette présidentielle? Bon, la surprise, c'est que le SDF peut perdre sa deuxième place. Au profit de... Parce qu'en réalité, beaucoup ne vont pas pour battre le président Paul Biya, mais ils vont se battre pour être numéro 1 de l'opposition. Et vous savez, là, vous me permettez... de l'opposition, c'est ça quel avantage? Vous me permettez effectivement d'aborder, au-delà du militantisme, ma touche de politologue. Justement. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une très grande rivalité entre deux partis aujourd'hui. Le MRC du ministre Kamto et le SDF de monsieur... ou disons de John Fundi. Et je voudrais d'ailleurs vous dire qu'avec cette élection, c'est là d'abord l'enjeu. Qui sera désormais la première force de l'opposition? Bon, il y a en embuscade effectivement l'UDC. Et puis maintenant, vous savez qu'il y a quelques aventuriers qui ne portent pas d'idéologie. Ils sont deux, c'est-à-dire notamment M. Mouna, qui est allé qui a obtenu l'investiture d'un parti qui n'a rien à voir avec son idéologie. N'oubliez pas que Maître Mouna, d'ailleurs, si un temps soit peu, je raconte des histoires qui me portent plainte, il s'est auto-payé dans l'affaire Albatros 4 milliards. Et pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Pourquoi on va l'arrêter? Pourquoi ne pas l'arrêter? Pourquoi il est un allié à nous dans la gestion des affaires de l'État. Pourquoi vous allez arrêter un avocat de l'État? Quelqu'un qui s'est sacrifié pour l'État. Il y a des choses Est-ce que qui finalement, ne sont pas cette politique n'est pas un syndicat du crime au détriment du peuple qui en souffre? Vous dites que M. Mouna s'est payé 4 milliards de francs, on n'a pas arrêté. Oui. Quand tout s'est payé, on n'a pas arrêté. Oui, mais on arrête les autres finalement. Est-ce que Paul Biya est juste dans je voudrais donc que les bensikineurs, qui sont mes très grands amis, les sauveteurs, qui sont mes grands amis, et tout le bas peuple comprennent un peu l'enjeu. Certains d'ailleurs viennent là pour faire un peu du cinéma, mais ne viennent pas parce qu'ils sont si propres que ça. Quand vous voyez un monsieur comme Paul Biya, qui peut ici nous dire qu'avant d'être président de la République, Paul Biya s'est enrichi au détriment de l'État? Tous ont trempé dans la soupe. Alors je reviens donc, quand vous nous parlez donc d'enjeu, je pense effectivement que, et j'ai bien peur que, il y ait une implosion, même si le SDF garde la place de premier parti, qu'il y ait une implosion au sein du SDF. Pourquoi? Parce que si M. Joshua aussi, effectivement, maintient le SDF comme première force de l'opposition à l'élection présidentielle, il y a aussi une histoire de score. Rappelez-vous, M. John Fundi, en 92, a quand même challengé le président de la République avec près de 36%. Or, imaginez un temps soit peu, un Joshua aussi, qui vient challenger le président de la République avec moins de 10%, comme ça s'annonce. Eh bien, il est mort. Et John Fundi reprendra cette affaire. Mais si par hasard, M. Joshua aussi arrive avec un score qui avoisine effectivement les 36, du moins, voire les 40%, il est clair que John Fundi est mort. Il va demander à être le patron du parti. Donc, vous voyez qu'elle est un peu délicate. En réalité, elle ne nous concerne pas. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils viennent ici se battre d'abord pour qu'il y ait une révision et une position de leadership au sein du SDF, parce qu'il y a une bipolarisation entre les anciens, incarnés par John Fundi, et les nouveaux, incarnés par Joshua aussi, qui, à mon avis d'ailleurs, dans notre stratégie aujourd'hui au RDPC, nous pensons que Joshua aussi ne perd rien à devenir traître.
Moi, je pense d'ailleurs que, quel que soit son résultat... Qui? Mais a trahi le SIF qui vient avec nous après l'élection. Moi, je vous donne ce que nous préparons. Vous allez enrôler... Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas parce que John Fundi commet une erreur historique. Il a toujours refusé d'entrer au gouvernement. Et moi, je vous dis d'abord par anticipation que, d'ailleurs, nous avons engagé de manière informelle déjà cette affaire. Parce que je veux que les Camerounais comprennent bien ce que nous sommes en train de préparer. Joshua aussi perd quoi à être traître s'il est battu par Paul Biya et entre au gouvernement. Et puis, à travers un homme comme Joshua aussi, on peut transformer le Cameroun avec des hommes nouveaux. Parce que l'erreur historique de John Fundi, c'est qu'au moment où il se positionne comme sempiternel leader du SIF, il n'a jamais occupé un poste officiel. N'oubliez pas que monsieur le député Joshua aussi, pour qui j'ai beaucoup d'estime, et c'est un ami, ça il faut que je vous le dise, il est député de la nation. John Fundi n'a jamais été député de la nation, il n'a jamais été sénateur, il n'a jamais occupé un poste officiel. S'il y avait des obsèques aujourd'hui, je n'anticipe pas d'un monsieur comme Fundi, quel hommage on lui rendrait? Chef de parti, vous comprenez que ça poserait problème. Joshua aussi, du point de vue étatique, par toutes ses fonctions, a apporté la preuve qu'il peut à un moment donné gérer. Donc vous comprenez que le problème, ce n'est pas de battre Paul Biya. Le problème aujourd'hui, c'est de voir cette mutation qui peut s'opérer d'abord au sein du SIF. Pour preuve, vous avez vu qu'en pleine campagne, ce parti est en pleine explosion. Célestin Djamène est parti. Et d'autres ont parti. D'ailleurs, j'ai même cru entendre que Nietzsche s'apprête aussi à partir. Je ne sais pas si ça va se matérialiser. Il peut se retracter. Mais je vous donne ça encore une primeur aussi. Vous savez que je suis un homme ouvert et bien renseigné. Nietzsche hésite entre rester au SIF et rejoindre le MRC. Donc ça vous dit que la question de battre Paul Biya ne se pose pas. C'est l'émergence de nouveaux leaders dans les partis politiques. Et cela va se jouer entre le MRC, qui veut désormais devenir la première force politique d'opposition, en place au lieu du SIF. Maintenant, à côté, il y a d'autres enjeux. Vous avez l'émergence d'un candidat comme Cabral, et puis vous avez aussi, on peut citer Maître Mouna et bien d'autres qui viennent avec des Matumba. Oui, qu'on ne sent pas beaucoup, en tout cas. Qu'on a du mal à sentir. Du moins, nous autres qui sommes un peu très accros de l'idéologie et des stratégies des uns des autres. Je voudrais tout simplement vous dire que l'avantage que nous avons à cette élection présidentielle, et là vous avez raison, il y a l'émergence d'une nouvelle vision du Cameroun, avec de bonnes idées. Je ne viendrai pas sur votre plateau et vous dire que tout ce qu'ils disent est mauvais. Non, non, non. Et dans ce cas, il y a un plan d'action initié par les uns et des autres que nous pouvons récupérer. Et sur ce point, et je suis là-dessus, je ne suis pas contre, après l'élection présidentielle, d'un gouvernement de large ouverture, avec certains candidats remarquables. Y compris Maurice Kamto. Pourquoi pas? Il reviendra mais avec un peu plus de force parce que, rappelez-vous, il était chaque fois écrasé à Baham. Non, écoutez, il y a quelque chose que je dois vous dire. Moi, j'ai vécu des choses en tant que membre du comité central lorsque nous effectuons des grands déplacements le 6 novembre et le 24 mars. Kamto était complètement en marge de l'action lorsqu'il y avait le professeur Luc Sinjoun, qui est conseiller spécial, et le professeur Konchu Komeni. On lui disait, écoute, mets-toi de côté. Il était très malheureux et isolé. Parfois, il était avec nous le 6 novembre et le 24 mars, mais il n'avait rien à dire. Parce que ses frères ministres de Baham ne lui donnaient pas la possibilité. On lui disait, toi, tu es où? À la fin, moi, je pense qu'il recule pour mieux sauter. Et c'est un bon stratège. Je vous ai dit que c'était un très grand universitaire. La stratégie de Kamto est probablement de revenir au gouvernement, cette fois avec une étiquette personnelle, à l'image de Chiroma ou encore de Bello Bouba Magari, ou Mustafa Amadou, qui ont leur personnalité politique à l'effet d'accompagner et de transformer probablement le Cameroun autour du président Paul Biya. Alors, je crois que c'est une stratégie aussi politique qu'il faut bien que je mette à votre disposition. Alors, dites-nous, professeur Nyamding, à la fin de cette élection présidentielle, Paul Biya pourrait se retrouver avec une nouvelle opposition. Est-ce que ça changerait sa façon de gouverner? Il faut une transformation. Vous voulez que je vous fasse une confidence très forte et froide? Oui. Le président Paul Biya, aujourd'hui, a ouvert sa campagne au-delà du RDPC. Vous savez, moi, j'ai beaucoup discuté avec des personnalités politiques comme Badakani. Il faut les prendre très au sérieux. Avec des personnalités politiques comme Momo ou des personnalités comme Apolipote, du moins la plupart des candidats du G20. Là, ils viennent de mettre le président devant ses responsabilités. Je voudrais vous dire quelque chose. Et c'est pourquoi je demande aux Camerounais de voter massivement pour le président. Si, après l'élection présidentielle, les choses ne changent pas, le Cameroun sera pire que le Burkina. Ce que vous devez comprendre,
le président a besoin de nouvelles forces qui vont l'accompagner. Et après l'élection présidentielle, on va tout de suite et maintenant mettre en œuvre les nouvelles visions apportées et des changements initiés par nos alliés. Je vous assure qu'il y aura une transformation rapide qui va nous projeter vers le développement et qui va surtout nous amener à lutter contre les grands prédateurs. Qui ministre, qui directeur général, qui ceci, qui cela, qui tremble sérieusement en ce moment. Je voudrais d'ailleurs vous dire que lorsque vous voyez la loi qui a été initiée et votée et promulguée par le président de la République concernant les postes de directeurs généraux, mais réfléchissez. Vous savez que nous allons perdre 90% des directeurs généraux vont partir. Ce sont donc des gens qui tremblent. Donc je voudrais ici vous dire que l'élection du président de la République, et je voudrais le dire à tous les Camerounais, il faut vous mobiliser contre le patriarche président. Il prépare la mutation. Il voudrait laisser un héritage, pas entre les mains des bandits qui se préparaient à devenir président. Marafa va devenir président, tel va devenir... Non mais écoutez, ce sont des histoires, ce sont des gens qui sont à l'origine du chaos de ce pays. Aujourd'hui, Paul Biya a permis aux Camerounais de bien prendre conscience de tout cela. C'est pourquoi je continue à vous dire que prenez très au sérieux l'alliance menée par certains panafricanistes et prenez très au sérieux l'ouverture vers le G20 parce que je vous assure, vous n'allez pas reconnaître Paul Biya après la dernière élection présidentielle. J'en suis convaincu et persuadé, les choses vont changer. Le préfet des Hauts-Plateaux, cette déclaration lui est attribuée au cours d'une... Ils ne peuvent même pas gagner les élections. Ils n'auront même pas 5% de suffrage. C'est un préfet qui parle. Et si vous vous trompez ici, localement, allez voter parce que c'est nos frères. Je vais mettre mon cerveau en marche. Ils vont nous mettre plutôt dans le noir. Parce qu'on va nous considérer tous ici comme des opposants. Vous connaissez le mot opposant. Je voudrais donc attirer votre attention sur cette situation et que, avec les prochaines échéances qui seront annoncées bientôt, il faudrait que les élites de Bameka se joignent à leur chef, qui est d'office déjà un auxiliaire de l'administration, pour travailler, amener les uns et les autres pour que nous puissions avoir un bon résultat. Et je vous rassure, ce résultat sera exploité au sommet. Je suis l'un des préfets qui travaille et dont le résultat peut être suivi ou alors insuivi quand c'est bien fait. Parce que quand c'est mal fait, moi je vais enlever ma tête là. Je souhaite donc que les élites soient soudées. On a cette chance que les batailles politiques, on ne les ressent pas beaucoup ici. Même s'il y en a, c'est un degré très amoindri. Parce que dans d'autres départements, les uns et les autres, surtout à la fin des échéances électorales, ne se saluent même plus. Ils font comme si c'était la guerre. La politique, on le dit souvent, c'est un jeu. Aujourd'hui, on peut être adversaire parce que nous cherchons à acquérir le même poste. Et demain, on coalise pour atteindre le même objectif. Je souhaite donc que cette situation soit prépondérante chez les élites. Bilou Nougou Félix. Je voudrais terminer en informant toutes les populations. Alors vous avez écouté il y a un instant le préfet des Hauts-Plateaux qui donc met en garde les leaders de l'opposition originaire des Hauts-Plateaux et invite les populations à s'aligner sans réserve derrière la politique du renouveau, seul gage de leur bien-être selon lui. Une sortie qui a fait des vagues et qui revient encore au goût du jour pour montrer à quel point justement les chefs d'État ne sont pas sincères et ont déjà des partis pris dans cette élection. Alors, ne craignez-vous pas que des déclarations comme celle-là, solennelles, c'était en public, d'un préfet qui prend fait et cause pour le président Paul Biya, est-ce que ce n'est pas du chantage politique à dire aux gens que si vous ne votez pas Biya, vous serez
lumière, vous n'aurez pas d'eau, vous n'aurez pas si vous votez l'opposition, vos filles ne seront pas nommées à des postes. Est-ce que finalement, est-ce que c'est politiquement correct, vous qui enseignant de sciences politiques, professeur Messanga Nyamding? Oui, mais je pense qu'il y a un problème d'interprétation. Je me souviens dans une discussion, un échange profond avec le ministre d'État, Konchou. Il m'a fait état de ce qu'à un moment donné, les gens l'appelaient à l'ouest Konchou à Tangana. C'est vous qui, tous les jours, que le plateau technique, on a vu le ministre de la santé publique aller se faire soigner en France. C'est quand même dites pas des choses comme ça. On dirait que vous êtes opposant. Vous prenez toujours des exemples qui vont dénigrer ce système. Quand même, qu'est-ce que ça va? Alors que nous parlons du préfet Boulougou. Non, je vous dis que quand quelqu'un fait un accident aussi grave, on dirait que vous jouez pour l'opposition. Vous venez nous soulever toujours des problèmes négatifs. Le ministre a fait un accident grave. À un moment donné, il ne peut pas se faire soigner au Cameroun. Même en Europe, est-ce que vous savez que... à Paris, ce sont les Camerounais qui sont les soignants. Oui, vous le savez, professeur Messanga. C'est vrai, c'est une politique qu'il faut mettre en place. C'est pourquoi, au sein de mon parti, je suis pour qu'on reconnaisse la double nationalité. Le ministre Mafoudé allait se faire soigner en France. Ministre de la Santé publique du Cameroun. Il y a des choses se faire soigner en France. Je suis d'accord avec vous. Paradoxal. Je suis d'accord avec vous. Ce sont des points noirs qu'il faut régler. Mais en 36 je suis honnête. Pourquoi on n'a pas réussi à avoir un hôpital digne de ce nom? Il faut d'abord que je réponde pourquoi le préfet, si le préfet a raison ou s'il a tort. Ouais. Parce que vous les journalistes, surtout vous, M. Bushiko, si on ne fait pas attention, vous déstabilisez. Qui disait ceci? Il y a trois choses qui font autorité. La fonction fait autorité, l'âge fait autorité et l'action fait autorité. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, le président Paul Biya mobilise, comme l'a dit le préfet, sur tous les territoires, c'est parce qu'il occupe la fonction de président de la République. C'est un avantage incontestable. Battre un président de la République à une élection n'est pas quelque chose d'évident. Pourquoi? C'est la deuxième raison. Que vous soyez aux États-Unis, en Angleterre ou en France, reconnaissons qu'il y a les vertus aussi de cette démocratie, mais qui voudrait que les préfets, pour la plupart, soient des militants du parti. Qui vous a dit que c'est faux? Je vous dis qu'en France, où moi j'ai vécu... Et dans ce cas, ils doivent être exclus du processus électoral. Non, ils ne peuvent pas, ils sont exclus, ce n'est pas eux qui organisent les élections. Qui organise l'élection? Qui organise l'élection? Qui organise les élections? Qui consolide les votes? Non, c'est important d'abord de Qui consolide les votes? Non. Qui organise l'élection? Parce que c'est celui qui organise l'élection, c'est l'ECAM. C'est l'ECAM. Alors, les forces de défense et de sécurité sont garanties par l'État. Il ne faut pas qu'on vous trompe. En France, il n'y a pas d'organe électoral. En France, oui, mais c'est le ministère de l'Intérieur. Oui, mais ici, les opposants ont contesté cela. Nos opposants ont estimé que il fallait qu'on mette en place un organe indépendant. On l'a fait. Et je voudrais même vous dire que c'est pire pour eux par rapport à avant. Lorsque vous savez que en 1992, c'était le MINAT. Les opposants avaient pratiquement un bon score. Mais depuis qu'on a totalement initié le démembrement, ils ne tiennent plus. Mais pour revenir sur la position de M. le préfet, que ceux qui nous écoutent comprennent que lorsque vous avez le pouvoir, il faut l'utiliser pour vous. Sinon, les autres vont l'utiliser contre vous. Et aujourd'hui... Et non pour le peuple? Mais le peuple, c'est vous, puisque c'est le peuple qui élève celui qui a le pouvoir. Paul Biya, c'est le peuple. Le député, c'est le peuple. Le maire, c'est le peuple. Et il faut donc vous dire ici, sur ce point bien précis, que lorsque vous êtes donc président, rien ne vous interdit de nommer les militants du RDPC, préfet, sous-préfet et gouverneur. D'ailleurs, moi, je suis de ceux qui pensent que le président n'a pas suffisamment utilisé le pouvoir pour lui. Oui, parce que par moment, ses pires opposants sont au palais. Je peux vous les citer. Non, on les connaît. Alors, d'accord, je ne citerai pas, puisque vous les connaissez. Ces pires opposants sont des ministres. D'ailleurs, on a vu d'autres qui ont démissionné, qui sont aujourd'hui candidats, et qui disent que non, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas pour lui. Ces pires opposants sont les directeurs généraux, et d'autres sont même des maires, ou encore, attention, des maires avec la bannière du RDPC, ou des délégués du gouvernement. Moi, je peux vous dire que nous sommes venus ici. Me rappelez encore le ministre d'État, Laurent Issor, qui s'est interrogé, pourquoi pas, je dois le dire. Je le dis parce que je suis un collaborateur aujourd'hui politique très proche du ministre d'État Esso. Si je le dis, c'est qui m'a permis de le dire. Nous sommes venus à Douala 3 fois. Certains magistrats municipaux n'étaient pas à nos meetings. Je vous dis 3 fois. Donc le plus grand magistrat, mon frère et mon ami Tolin, il n'était pas là.
Mais écoutez, je vous le dis, je suis proche du ministre d'État Esso. Mais malgré tout, je voudrais vous dire que, parce que je suis proche du ministre d'État, dans les stratégies de campagne avec Hervé Nkom et quelques-uns ici dans le littoral, Dinbel et autres, bon, nous n'avons pas dit mot. Mais nous savons que les choses vont changer. Et les choses doivent changer quand Paul Biya va renaître, comme disent les tenants d'une certaine église. Paul Biya va renaître et la renaissance de Paul Biya sera terrible. Je vous assure que les gens seront la renaissance du Cameroun. Mais ça y va crescendo. Il est clair que quand vous voyez dans ce préfet, il n'a pas été hypocrite. On a des préfets militants, on a des gouverneurs militants, on a des sous-préfets militants. C'est permis. Que personne ne vous raconte les choses. Mon meilleur ami aujourd'hui est préfet en France. Là les gars, yes we play. Technique au Cameroun, le ministre fait quoi en France? Bonjour, je suis la Ligue 1. Cette année, on vous promet du grand spectacle. Vous êtes drôle. Positionné par les entreprises par rapport à l'agenda 2018 et 2019. Voilà. Les enfants, envoie-les-moi. Les gars vont faire. C'est le 12, 11 et 12, le prochain concours de jury. Mais envoie-nous des gens. Hein? Il faut lui rappeler que j'ai dit. Mais j'annonce que Joshua Oshi, candidat du SDF à la présidentielle, sera notre invité mercredi, donc dans 2 jours. Alors, terminons notre sprint final. Charles Messanga Nyamding. Le statut général de la fonction publique au Cameroun prescrit que un fonctionnaire ne sert pas un parti politique. Il est le serviteur de la République, de tous les citoyens, indépendamment de leur appartenance ethnique, politique, religieuse et linguistique. Un fonctionnaire ne favorise pas les membres de sa famille, de sa tribu, de sa région, de son parti politique. Je suis d'accord. Alors, mais lorsqu'on regarde cette façon du RDPC de gérer les fonctionnaires du Cameroun, cela va carrément en dehors de ce que prévoit le statut général de la fonction publique. Ce sont des textes. Alors, pourquoi vous violez les textes dans ce pays aussi impunément et vous venez vous en vanter? Bon, alors, est-ce que vous êtes en train de dire que parce que je suis membre du comité central, chef de département de l'intégration et de la coopération pour le développement à l'Éric, militant du RDPC, je fais mal mon travail? Non, il ne faut pas... On dit bien que dans la mise en œuvre, je suis impartial dans mes fonctions. Ça veut dire qu'un préfet peut bien faire son travail. Il peut être militant, mais pas servir le parti. Non. À son poste, le poste. Je suis d'accord avec vous. Oui. Où est-ce que vous les avez vus, justement, servir le parti? Lorsqu'il tient un discours pareil contre l'opposition, est-ce que c'est juste... Mais ça ne remet pas en cause son autorité de préfet. Il reste impartial dans l'exercice de ses fonctions. Regardez un peu comment fonctionne le Cameroun. Est-ce que vous savez que nous, à l'université, n'allons pas très loin. Quand vous écoutez un professeur comme Nkuvondo, vous allez dire que Nkuvondo, quand il arrive dans les amphis, il va aller servir après le parti univers. Il y a des dépassements. Voilà M. Kamto. Vous savez que M. Kamto, c'est mon collègue à l'IRIC. Oui. Vous savez qu'il est enseignant titulaire. Oui. Allez voir, mais le Kamto, c'est l'un des enseignants les plus brillants, impartial. Et lorsque Kamto dispense un cours, si on vous dit qu'il est contre le régime, vous allez dire non. Parce qu'il arrive toujours à montrer que le principe de dans l'affaire de Bakassi. Non, je pense qu'il faut éviter de faire des interprétations. Vous avez raison, et c'est un peu ça qui règne aussi en France. La réalité est que lorsque vous avez vu dernièrement le président Obama partir, le président Obama est parti avec 10 800 collaborateurs. On vous dit que M. Donald Trump est venu avec 15 000 collaborateurs. Je vous dis qu'ils sont du Parti républicain et certains sont avec lui. Par un autre parti politique, pour vous, ça pose un problème. Monsieur, vous allez faire play en politique, vous, RDPC. Vous allez recevoir ici nos adversaires politiques de l'élection présidentielle. Oui, Cabral Libier d'ailleurs annoncé. Amener ces adversaires à comprendre que est-ce que vraiment vous pouvez gagner à une élection présidentielle si vous ne dépassez pas le simple cadre politique. Je dis que c'est transpartisane. Regardez ce que le président Paul Biya engrange comme mobilisation. Souvenez-vous, j'étais très jeune et engagé auprès du président Mitterrand en 1988 lorsqu'il a lancé la France Unie. La France Unie, c'était des personnes comme Jean-Pierre Choisson, qui n'étaient pas du même parti que lui. C'était bien d'autres partis politiques. Est-ce que vous croyez vraiment que
lorsque nous avons entendu ici, je crois, votre chroniqueur, qui rappelait quelque part que le SDI... Nous savons à l'Ouest que, regardez ce que l'élection présidentielle, c'est également l'implémentation de certains individus qui sont à côté de vous, quoi que l'on dise. Vous savez que l'élection présidentielle, c'est le seul moment qui mobilise tous les militants du RDPC et nous taisons nos querelles. Prenez le cas de M. Nushigushingue. Mais vous avez vu ce qu'il a fait comme investissement dans son village? Oui. Qui peut voter contre le président Paul Biya lorsqu'on voit ce que le camarade Sylvain Gouchingo a fait là-bas? Qui peut voter contre nous lorsqu'on voit ce que le camarade Fotso Victor a fait là-bas? Qui peut voter contre nous lorsqu'on voit ce que le maire de Mansoua Fokou a fait chez lui? Qui peut voter contre le RDPC lorsqu'on voit effectivement ce que Kadji, le défunt maire de Baham, a fait là-bas? Les gens qui vont voter pour nous, c'est le suicide. Je voudrais qu'ils comprennent cela. Qui peut voter contre nous lorsque nous voyons ce que nos camarades ont fait dans d'autres communes au nord-ouest, au sud-ouest, et même surtout au nord, à l'extrême nord et dans la Damawa. Donc vous comprenez que stratégiquement, je vous assure, voter contre Paul Biya, c'est avoir affaire à de nombreuses élites qui vous nourrissent au quotidien, qui vous apportent le développement au quotidien, qui vous apportent l'inscription au quotidien, qui vous apportent la sérénité au quotidien, qui vous amènent à vous battre au quotidien. J'ai pris l'exemple de Nushige et bien d'autres. Je voudrais ici vous dire que Paul Biya, c'est le candidat du réalisme. Ce n'est pas le candidat du loto. Oui, où on a des gens qui se lèvent un matin et disent qu'ils sont candidats et ne vous disent pas comment ils vont gagner les élections. Écoute cet élément de Christophe. Et après, il dit que le RDP c'est l'État. Oui, est-ce que les hommes d'affaires aussi sont l'État? Justement, comment est gouverné le Cameroun? Comment le président Biya prend ses décisions? Écoutons l'un de ses conseillers techniques, l'économiste Christian Pendaï Koka. Pourquoi est-ce que... Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Pourquoi ils n'investissent pas? Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ce n'est pas opérationnel? Parce que c'est depuis au moins 2 ans que tous les jours on se rend compte qu'il y a des mémorandums d'entente et des conventions. L'autre jour, vous avez vu qu'on avait signé, le ministre de l'Énergie a signé une espèce de memorandum of understanding avec un groupe pour, comment on appelle, un pipeline, pour évacuer le pétrole, les produits pétroliers de la Sonara, n'est-ce pas, de la Sonara vers Douala, vers Kribi et vers Yaoundé. Ça fait plus de 4 ans. L'investissement est où? Mais vous êtes passé, ces investisseurs privés sont passés à la télé, on les a vus, ça fait 4 ans au moins. Il n'y a pas eu d'investissement sur le terrain, c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne s'est pas passé. Ça fait 4 milliards de dollars. D'abord, il faut savoir que ces memorandum of understanding n'ont aucune valeur juridique. Un MOU n'a pas de valeur juridique. Bon, ils ont pris l'habitude de les signer, n'est-ce pas, à l'appel. Mais je pense que le président doit savoir que, et vous-même les Camerounais, vous devez savoir à partir de maintenant de cette émission, et vous autres Camerounais, que quand on signe un mémorandum, à certains moments, le barrage de Maintium cherche du financement depuis au moins une dizaine d'années. Il est dit au moins, et il n'est pas fait. D'accord? Il n'est pas fait. Pendant ce temps, vous avez des barrages hydromécaniques, à peine 15 MW, probablement moins. On vous l'a annoncé à un moment donné à 25 milliards de francs CFA en 2011. Oui, je pense qu'il sera de bien moins que 15 MW. Mais le plus scandaleux, c'est que ce barrage avait été annoncé à 25 milliards de francs CFA il y a pratiquement 7 ans. Et déjà à 25 milliards de francs CFA, pour moi, c'était déjà excessif par rapport aux standards, parce que les standards normaux seraient de l'ordre de entre 1 million et 2 millions de dollars selon la difficulté de l'environnement, 1 million et 2 millions de dollars par mégawatt selon la difficulté de l'environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Or, aujourd'hui, ce barrage, il n'est pas encore terminé, on est pratiquement à 85-86 milliards de francs CFA. Ce sont ces choses qu'il faut dire au chef de l'État. Et quand on dit pas il faut que cette émission, que les Camerounais soient instruits. Parce que nous sommes là aussi pour cette jeunesse, pour instruire. Le standard pour le barrage, c'est 1 million à 2 millions de dollars par mégawatt. On va dire 1,5 million en prenant la moyenne, 1,5 million de dollars par mégawatt, selon les standards, c'est-à-dire selon la difficulté de l'environnement que vous trouvez. Donc, vous pouvez y ajouter peut-être plus ou moins 5% pour vous dire que si ça tombe, ça tombe. Mais quand vous êtes déjà à 80 milliards, 85 milliards, ça veut dire que vous êtes déjà à pratiquement 16 millions de dollars par mégawatt. C'est absolument excessif. Vous n'avez pas encore une ligne de transport. Comment est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Comment est-ce qu'on peut... Le chef de l'État qui s'est engagé vis-à-vis des populations. Et d'ailleurs, ce qu'il a promis aux populations, c'est l'électricité. Ce n'est pas tous ces montants d'argent, des milliards de francs. Comment est-ce qu'on peut le mener
il le dit de bonne foi, il promet aux populations de bonne foi, sur la base de ce que ses ministres lui disent. À la fin, les gens, c'est comme s'ils voulaient le rouler dans la farine. Mais on est là pour ça, on est là pour attirer son attention. On espère simplement que le moment venu prendra les décisions qu'il faut par rapport à ces gens. Vous comprenez ce que je fais de ce système? Mais là où les gens essaient de le mener en bateau, c'est l'histoire qui tiendra son nom, pas le nom de ceux qui le mènent en bateau. Voilà, professeur Messanga Nyamding, une phrase pour terminer. Vous avez écouté Christian Pembe-Koka, conseiller technique du chef de l'État, du président Paul Biya, dans les surfacturations. Il y a tellement de surfacturations dans cette histoire de gouvernance publique. Alors, où va l'argent du Cameroun finalement, puisqu'on ne voit rien? Où va l'argent du Cameroun? Entre les mains des bandits d'État. Mais ce sont les hommes du président. Des criminels d'État. Qui est le comptable? Je voudrais vous dire, Christian Ekoka, c'est un ami. Je peux ici vous dire que lorsque j'ai reçu pour la première fois le coup de fil de Christian Ekoka, il m'a dit ceci: c'est moi qui viens vers toi, c'est pas toi qui viens vers moi. Alors je t'ai écouté et je me suis dit, mon Dieu, pourquoi on ne met pas de telles personnes en valeur? Ça veut dire que Christian Ekoka est dans le même élan que moi. Lorsqu'il vous dit effectivement que dans l'histoire des républiques, en France, on vous dit Mitterrand, De Gaulle, Chirac, Sarkozy, c'est eux qui, à la tête de l'État, marquent l'histoire. Et nous sommes tous d'accord, d'ailleurs, entre autres, pour voir un peu, je vous parlais des investissements ici initiés par certains supporters du président, Alfonso, Victor, Nushingo et bien des investissements palpables. Mais c'est privé, hein? Oui, oui, oui. Ce sont leurs affaires personnelles. Oui, je suis d'accord, mais ce sont les soutiens. Je dis bien, et je mesure ce que j'ai dit, les soutiens objectifs du chef de l'État. Mais à côté... Maintenant, le président Biya lui-même... Oui, j'en viens. Vous essayez de défendre sa candidature, oui. Mais son bilan devait parler pour lui. Bon, alors, c'est pourquoi il a les moyens de l'État. C'est pourquoi je vous dis donc que, puisque vous parlez du bilan, n'est-ce pas, vous parlez du bilan du président, pourquoi vous ne parlez pas du bilan de certains opposants? Je pense qu'il faut un peu arrêter ce cinéma. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il s'agit de quelque chose de très concret. Le président a eu, autour de lui, des personnes bien, ça aussi, il faut le reconnaître, mais malheureusement, les collaborateurs du mal, peut-on faire une bonne... les collaborations du mal sont beaucoup plus nombreux que les collaborateurs du bien. Peut-on faire une bonne gouvernance avec une mauvaise équipe? Non. Merci. Il faut aussi vous dire que, est-ce qu'effectivement, on peut forcément gagner un match de football avec de mauvais joueurs? Et pourquoi certaines équipes comme le Brésil, qui ont longtemps été championnes du monde, aujourd'hui sont reléguées à la 2e, 3e, 4e place? C'est parce qu'à un moment donné, on recherche des bons joueurs. Et pour terminer sur ce point bien précis, puisque vous m'avez donné l'occasion ici de venir défendre l'image et la projection et la prospective de mon candidat, je voudrais vous dire que je suis au banc de touche du président Paul Biya, comme les Penda Ekoka et bien d'autres. Vous voyez que ceux qui nous ont écoutés, je vous assure, qu'ils nous disent si nous ne suscitons pas un espoir. Je continue à dire que si les gens croient en nous, parce que c'est nous qui avons dénoncé les bandits dans notre camp, c'est nous qui avons dénoncé les voyous de la République, qui ont tué l'État et qui ont neutralisé et menti au président. Je dis bien menti au président, eh bien, s'ils pensent qu'avec nous, le président peut changer pour qu'on prépare un Camerounais fort et prospère, eh bien, que tous votent pour le président de la République. Merci, professeur Charles Messanga.